Je vous présente aujourd'hui notre 427e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, la réforme du Code du travail provoque des débats houleux à droite comme à gauche. Qu'en pensez-vous? Écoutez, on voit que sur la fin de son parcours, le président de la République s'efforce de résoudre quelques problèmes qui sont particulièrement brûlants, dont celui du chômage. Or, il est certain que l'appareil de production et donc d'embauche français est bloqué par un ensemble de législations qui constituent de véritables dictionnaires, que ce soit le fisc, que ce soit la législation fiscale, la législation sociale, la législation pénale. Les textes ne cessent de s'accumuler et deviennent paralysants. Notre économie aurait besoin de liberté, aurait besoin aussi d'une réduction massive des impôts et donc des dépenses publiques. Malheureusement, nous sommes dans ce domaine en tête de ceux qui se conduisent mal, et ce ne sont pas les quelques réformes ou réformettes. Au moment où la loi sera votée, on aura fait suffisamment de rétropédalage pour qu'on ne soit pas très loin de la situation précédente. Alors, la Grèce va recevoir 500 millions d'euros de l'Union européenne afin qu'elle puisse recevoir dignement les migrants qui ne cessent d'y débarquer au quotidien. Est-ce bien sérieux tout cela, sachant que c'est un pays qui essaye de tenir la tête hors de l'eau? Écoutez, les Grecs sont victimes de la politique qui a été menée depuis 40 ans par les différents pays européens et par l'Union européenne elle-même. Et il est bien évident que quand ils sont sur le territoire européen, et on ne peut pas laisser mourir de faim et de misère des gens comme ces pauvres migrants. Ce qu'il faut, c'est les empêcher de rentrer, et au plus tôt, dès que la situation sera rétablie de façon normale au Moyen-Orient, procéder à la rémigration, c'est-à-dire au retour de ces gens dans leur pays, avec leurs coutumes, avec leurs règles de vie, avec leurs activités normales. Ces personnes ne sont pas destinées à rester en Europe, du moins nous ne le souhaitons pas, alors que certains, semble-t-il, le souhaitent, qui espèrent avoir leur suffrage aux élections. Alors, l'invasion de Calais par les migrants et les débordements qu'elle suscite se déplacent désormais en Seine-Maritime. Risque-t-on une occupation de tout le littoral nord-ouest de la France? Écoutez, oui, puisque nous constituons la ligne de défense de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. C'est nous qui faisons barrage, beaucoup plus que nous ne le faisons à nos propres frontières. Nous défendons la frontière britannique à Calais, une ville qu'ils connaissent bien, n'est-ce pas, les Anglais? C'est une ville qui a été longtemps le symbole de nos guerres entre l'Angleterre et la France. Eh bien, il est évident que là, on s'attache à une formule qui n'a pas de sens, qui n'a surtout pas d'avenir, car les gens qui souhaitent aller en Angleterre ne souhaitent pas aller à Romorantin ni à Libourne. Ils souhaitent aller en Angleterre parce que leur famille s'y trouve, parce qu'ils sont anglophones et qu'ils n'ont pas l'intention de rester en France, même aux frais du contribuable français. Voilà. Alors, l'Europe a fait un effort de 700 millions de dollars sur 3 ans en direction de la Grèce pour essayer d'humaniser un petit peu la situation des gens qui se prestent aux frontières et qui sont aujourd'hui fermés avec les pays voisins. C'est une situation dramatique, d'autant que la complicité dans l'émigration de ces personnes, la complicité de la Turquie est évidente, et elle s'en servira bien sûr pour se conquérir quelques positions dans les îles de la mer Égée, comme elle l'a fait déjà en partie à Chypre. Alors, François Hollande, absolument conspué au Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen, en revanche, acclamée, reçue à bras ouverts. Est-ce un passage, selon vous, obligé pour une juste prise de température préélectorale? Oui. Que ce Salon de l'Agriculture? Je pense que le Salon de l'Agriculture est un lieu particulièrement efficace, si j'ose dire, sur le plan de la communication. D'ailleurs, tous les hommes politiques y font une visite.
Et je dois dire que j'ai trouvé assez courageux de la part du président de la République d'être le premier à subir les outrages justifiés de la part des agriculteurs qui sont dans une situation tragique, il faut le dire, et qui devrait attirer l'attention de tous les Français de façon à déterminer une politique qui leur permette de vivre, parce que ce sont eux qui nous nourrissent, et par conséquent, et ce qui nous nourrissent de façon, je dirais, indépendante. Si l'agriculture française disparaissait, nous serions à la merci des importations, donc des pays exportateurs. C'est donc une des premières conditions de la souveraineté française, c'est que nous ayons la capacité de nous nourrir nous-mêmes. Et cela, ce sont les agriculteurs qui peuvent le faire, et nous devons défendre, nous, en tous les cas, nous défendons une conception de l'agriculture qui soit équilibrée, humaine, avec des petites et moyennes entreprises aussi, et surtout une hostilité délibérée aux fermes de 1000 vaches ou des exploitations industrielles de l'élevage qui nous sont proposées par un certain nombre d'hurluberlus de notre temps. Alors vous avez publié une lettre ouverte à votre fille Marine. Qu'en est-il, Président? Oui, j'ai voulu faire le point, rappeler un certain nombre de souvenirs, rappeler que j'avais été exclu par un petit groupe du bureau exécutif du Front National. Oui. Je pense que c'est une erreur stratégique et que cette division crée une faille qui peut être exploitée demain par des concurrents qui empêcherait Marine Le Pen non seulement d'être élue, mais peut-être même d'être au deuxième tour. C'est un appel tout à fait, comment dirais-je, politique à l'union du Front National, à l'unité du Front National, condition de l'union des nationaux au deuxième tour de l'élection présidentielle, donc de l'élection d'un candidat national à la présidence de la République. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de réponse. J'y émettais aussi une autre exigence, qui là est d'origine juridique, et c'est l'application du droit élémentaire des associations, c'est la réunion, comme elle doit se tenir annuellement, du comité central. Le comité central, je le rappelle, comporte 120 membres, 100 élus et 20 désignés par la présidente. C'est, avec la présidente, la seule organisation démocratique de notre mouvement. Or, il n'a pas été réuni dans les conditions prévues par nos statuts, et par conséquent, je vais en demander, s'il le faut, judiciairement, la réunion, pour qu'il y ait un véritable débat sur la politique du Front, sur les choix qui sont faits, et même, pourquoi pas, sur la ligne de la campagne présidentielle, si le Front National y apporte son soutien, comme c'est probable. Et alors François Hollande, toujours revenons à ce président, chahuté ce mardi sur Periscope. Alors Periscope, qui est l'application de vidéo en direct de Twitter, qu'il utilisait pour la première fois. C'est un gros risque, bien entendu, qu'il a pris. Est-ce de l'amateurisme en termes de communication, selon vous? Non, mais le président souhaite apparaître comme un personnage moderne, jeune, surtout dans le domaine de la communication. Oui. Et là, je crois qu'il s'est laissé piéger. Il aurait dû s'attendre à ce que les interlocuteurs qui viendraient sur les sites internet ne soient pas des membres du Parti socialiste ou des amis de sa politique. Alors il a subi, je crois, une hasarde assez durable, je vois, oui, pendant plus d'une demi-heure. Oui, 40 minutes. 40 minutes. Il arrive que le diable porte pierre, après tout. Cette manière de pouvoir fesser verbalement le président de la République est peut-être un des gages de la démocratie moderne. Alors, 8 migrants iraniens se seraient cette nuit cousu la bouche en protestation contre l'évacuation de la zone sud de la jungle de Calais. Ne trouvez pas ça un petit peu gros? Ne trouvez-vous pas cela un petit peu gros, pardon? Oui, écoutez, c'est évidemment une opération de communication à destination médiatique. Et d'ailleurs, le soutien qui a été immédiatement apporté par Médecins sans frontières. D'ailleurs, je dois dire que
toutes ces organisations sans frontières doivent être rejetées, quelles qu'elles soient, parce que nous sommes partisans des frontières. Nous estimons que c'est une donnée fondamentale de la géopolitique et une des conditions de la paix dans le monde. Il faut avoir des frontières, et toutes ces organisations qui se prétendent sans frontières font en fait le jeu du mondialisme, même si ça n'est pas toujours leur intention de départ. Bien, alors Président, avez-vous des lectures cette semaine? Non, mais je voudrais vous parler un petit peu quand même de l'élection américaine, notamment du mardi que la presse française pourrait appeler le mardi noir, oui. Puisque aussi bien la presse française en général est très hostile à la personne de M. Trump. Et M. Trump est en effet un candidat indépendant qui a le langage assez populiste et d'une certaine verdeur, et c'est ce qui fait son succès. Et je crois que les Américains sont lassés de l'établissement américain, comme nous pourrions, nous, être lassés d'être gouvernés par des fonctionnaires sortis de l'ENA et de Sciences Po. Eh bien, de la même manière, il y a là un élan populaire, mais quand on est démocrate, on doit respecter le peuple, mais et sinon, changer de peuple. En l'occurrence, je crois que M. Trump, pour lequel je m'étais d'ailleurs prononcé, en émettant le souhait qu'il soit protégé de Dieu, parce qu'il court de grands risques. Les candidats indépendants aux États-Unis, indépendants des lobbies, indépendants des banques, indépendants des forces sociales souvent discrètes mais puissantes, ont quelquefois été éliminés physiquement. Et je fais le souhait exactement inverse. Je pense, moi, que Trump sera élu président et que ce sera une bonne chose pour les États-Unis, parce qu'il me rappelle le président Reagan, parce qu'il est partisan de la libre entreprise et qu'il a démontré qu'il était capable non seulement de créer des entreprises, mais même de surmonter des difficultés, car il a connu de grandes difficultés financières et économiques, et il a gagné. Il fait sa campagne avec son argent personnel, ce qui le met à l'abri des pressions qui s'exercent évidemment sur les autres candidats. Par conséquent, je dis simplement que le tweet, une petite notation amusante, le tweet que j'avais fait a été retweeté, si on peut dire, par le fils de Trump. Je salue donc sa campagne et j'espère que le Parti républicain va comprendre qu'il n'a pas d'autre solution que d'accepter d'être représenté par ce candidat non seulement populiste, mais populaire. Oui, mais Donald Trump, d'ailleurs, qui est régulièrement surnommé le Jean-Marie Le Pen américain. Oui, on dit ça, oui. Vous savez. Absolument, j'ai vu les réactions, je ne sais pas sur quelle station de télévision, les réactions à l'Assemblée nationale. La plupart des gens disaient, c'est normal, oui, oui, bien sûr, Le Pen soutient Trump, ah oui, bien sûr, juste d'aime fariner, oui, mais je ne considère pas du tout ça comme méprisant pour ma part. M. Trump est un monsieur que j'estime respectable et qui dit sans doute tout haut ce que les Américains pensent tout bas, ce qui me rappelle quelque chose. Et quelqu'un. Bien, alors vos lectures, Président. Ah, mes lectures. Alors, d'abord, un livre terrible, qui s'appelle Demain les barbares. C'est un roman sur le grand effondrement prévu. C'est un monsieur Franck Poupart et qui écrit un livre d'anticipation, un roman d'anticipation qui fait froid dans le dos parce que moi je lui trouve beaucoup de talent. C'est un thriller très noir, mais c'est un thriller dont nous sommes les personnages et qui décrit l'avenir de la France si nous continuons à glisser sur la pente de la décadence. Demain les barbares, c'est une lecture qui est passionnante et elle illustre en quelque sorte un livre que je n'ai pas encore lu parce que je viens de le recevoir, mais la situation de notre pays est si grave que je crois qu'il est essentiel
que le maximum de gens en prennent conscience, et en particulier du phénomène fondamental que l'immigration. C'est un livre de Jean-Yves Le Gallou, qui est un ancien député du Front National, qui dirige une fondation qui s'appelle Polémia, et le livre s'appelle Immigration, la catastrophe, et qui dit que faire. Il y a un certain nombre de propositions. C'est un gros livre de 480 pages que je n'ai pas encore lu, mais dont je connais l'esprit, parce que Jean-Yves Le Gallou est un des Français qui a écrit depuis plusieurs décennies sur l'immigration, ses dangers, sa réalité. Je ne saurais trop conseiller, je vais bien sûr le lire et nous en reparlerons, mais je conseille d'ores et déjà d'en prendre connaissance parce que c'est une pièce maîtresse qui réunit à peu près toutes les données d'un problème que trop de Français ignorent encore, même s'ils pressentent que cette immigration massive, cette migration qui se produit, n'est que le début du commencement, et comme le dit Jean-Marie Le Pen, il faut toujours citer les bons auteurs. Bien entendu. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bon, donc je crois que c'est un problème dont il faut que nous prenions le plus vite possible conscience, de façon à élaborer la politique de défense nationale, de défense vitale qui est nécessaire pour notre pays. Sur ces belles paroles, je vous remercie infiniment, cher Président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Au revoir.